Comment vivre de son entreprise en zone rurale? C'est une question clé. Comment vivre confortablement de son entreprise en campagne? Comment rentabiliser son entreprise en campagne? Une question de fond très importante. Il ne s'agit pas juste de survivre, mais vraiment de réussir à générer un revenu pour pouvoir vivre avec sa famille, ses projets de vie, en respect de ses valeurs, de l'environnement et du contexte dans lequel tu te trouves. Donc, dans cet épisode, je te propose d'aborder des sujets de fond comme la dimension de modèle économique et de complémentarité et des clés vraiment importantes à aller chercher pour que ton business rural soit une réussite. Et voilà, déjà, ça va faire bien pour cet épisode. Bienvenue à toi dans cette émission Mon Business à 200%, édité par l'accélérateur Business Temple. Je suis Levesque David, le fondateur, et j'accompagne avec passion et intensité les entrepreneurs depuis 2014. Je vis moi-même en zone rurale en Lozère et j'ai 3 activités à l'heure actuelle. Et donc du coup, je partage mon expérience et les questions aussi qu'on me demande régulièrement par rapport au fait de vivre en campagne. Cet épisode fait partie d'une série créer son business en zone rurale, et donc il y a d'autres épisodes également qui ont été publiés et apparaître autour de cette thématique que tu peux retrouver bien sûr sur mon site web businesstemple.co et sur les différentes plateformes de publication, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, etc. Tu as les liens dans la description en dessous. Je t'invite vraiment à commenter, à poser des questions, à prendre contact avec moi pour pouvoir développer ton projet, réfléchir à cela. Voilà. Donc, premier truc que j'ai vraiment envie de t'exposer ici, c'est que souvent on pose la question ah oui, mais est-ce que je peux vivre de mon business à la campagne? Et la plupart du temps, on va dire 8 cas sur 10, c'est la mauvaise question parce que, en fait, le business model tel qu'il m'est présenté, qu'il soit à la ville ou à la campagne, ça ne change rien. Et donc, c'est une des premières questions que tu dois te poser. Au final, est-ce que le lieu géographique d'implémentation est vraiment un facteur déterminant pour l'entreprise que je cherche à créer ou que j'ai déjà actuelle, que j'ai déjà et que je cherche à déménager ou ce genre de choses. Donc, c'est pour ça vraiment, c'est le facteur géographique. C'est vraiment une des premières questions à se poser. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de déterminant dans la dimension de réussite de ton entreprise? Parce que derrière ça, quand on me pose souvent ces questions-là, souvent, en fait, c'est bien ce qui marche en ligne, où il y a autant de besoins en campagne qu'en ville, etc., mais que les vraies problématiques, en fait, ne sont pas d'ordre business, elles sont d'ordre logistique, de vie privée, etc. Donc, la question de fond, c'est comment je crée un business autour de mon environnement pour y vivre, rester y vivre, m'installer, etc. Comment je redresse par exemple, mon entreprise en difficulté, si mon entreprise est déjà dans une zone rurale, et comment je fais pour la pérenniser, la faire vivre, etc. On a une multitude de petits magasins qui ferment, et les gens nous disent, oui, c'est parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas d'activité économique. C'est pas vrai. Alors, c'est évident, encore une fois, qu'il y a moins d'activité que sur une grande ville, etc. C'est-à-dire le flux monétaire qu'il y a au quotidien, évidemment, n'est pas le même, mais la vraie question, c'est que la rentabilité d'entreprise se mesure bien sûr sur le critère du bénéfice, c'est-à-dire de combien d'argent tu vas pouvoir avoir chaque mois pour pouvoir faire vivre ta famille, ton foyer, etc. Mais il y a aussi d'autres dimensions qui ne sont pas monétaires et qui sont également à prendre en compte en termes de rentabilité. Et évidemment, il y a des business qui sont clairement déterminés à fonctionner en campagne et d'autres en ville. Je prends l'exemple d'un cinéma. On peut imaginer qu'un pour être rentable, il a besoin de vraiment beaucoup de monde et donc il ne peut s'installer que en ville. À l'inverse, quelqu'un qui loue des machines agricoles, et en ville, il aura quand même très peu de perspectives de développement. Et encore, parce qu'en général, les concessions pour agriculteurs, elles ne sont pas installées en pleine campagne, elles sont installées dans les zones périurbaines. Mais pour d'autres raisons, j'imagine. Voilà. Donc, premier point que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est la dimension du modèle économique. Et le modèle économique, évidemment, ça va le gros sujet, c'est lui qui va dire si ça va être rentable ou pas. Ça va dire si ça va être plus ou moins difficile d'atteindre une rentabilité ou non. Donc, premier truc, c'est évidemment d'évaluer tout ce qu'on va... le classique, je veux dire, j'invente pas la poudre, les coûts.
tout ce qui va être coût, infrastructure, matières premières. Et c'est là où on va rentrer en compte la dimension de logistique. Est-ce que le fait d'être à la campagne, ça fait quelque chose de vraiment beaucoup plus compliqué pour acheminer mon produit? Tu as l'exemple d'une entreprise comme Tuffery, des ateliers Tuffery, quoi, l'atelier Tuffery, qui font des jeans à Florac. L'atelier de production est à Florac. Quand tu vas au magasin de Florac, derrière le magasin, tu vois, parce que c'est vitré, il y a, je vous dis au hasard, une centaine de postes de machines à coudre avec les personnes qui fabriquent les jeans. Donc, l'entreprise est à Florac parce que l'autoroute est à moins d'une heure de cet atelier-là. Ouais, il y a quand même une capacité de distribution et de logistique qui est là. Évidemment, si l'entreprise est au bord de l'autoroute à 75, évidemment que gagner du temps de trajet, évidemment, ça a un gain sur le trajet. Mais et ça va mettre en perspective dans le facteur qu'on va voir dans quelques minutes, pour rester focalisé sur les coûts. Dans les coûts, il y a une dimension bien sûr de logistique, les matières premières. Si par exemple tu es fabricant de confiture, je pense que être en campagne va te permettre de gagner sur des coûts de logistique pour le coup, parce que peut-être que tu auras accès à plus de fruits, moins cher, moins de transport. Peut-être que tu vas développer davantage de relations avec les agriculteurs, donc trouver des fruits encore meilleur marché parce que tu as des gens qui savent pas quoi faire de leurs fruits en surproduction, ce genre de choses, donc pour les récupérer. Le coût de stockage, bref. Ensuite, il y a une dimension de ressources locales aussi pour réduire ces dépenses. En zone rurale, en campagne, il y a tout un tissu économique et de ressources et de compétences diverses et variées qui sont à disposition des entrepreneurs pour les aider justement à fonctionner. Et ça, encore une fois, c'est possible parce qu'il y a quelques personnes qui sont regroupées pour créer, par exemple, des ateliers de production, de transformation de produits. Donc aujourd'hui, si tu es produit des légumes, quels qu'ils soient, que tu as besoin de les transformer en conserve, tu peux louer à la journée, à la semaine, des ateliers de transformation alimentaire. Et tu vas là-bas, voilà. Et du coup, tu n'as pas à investir dans un atelier chez toi. Et ça existe pour des menuisiers, ça existe donc pour les productions de produits artisanaux alimentaires, pour des ateliers autour du cuir, bref. Il y a vraiment, ça existe en fait, et il y a des gens qui s'organisent autour de ça, et ça génère tout un tissu économique. Bien sûr, tu rencontres du monde, tu discutes, voilà, il y en a un qui peut devenir ton graphiste, des choses comme ça, et ça, bien sûr, c'est des avantages en termes de développement économique. Alors, ça peut exister en ville, mais il n'y a pas de mais, ça peut exister en ville. Alors, je pense que la vraie importance au niveau du modèle économique, c'est de comprendre quelles sont tes singularités. Et ça, c'est quelque chose singularité, c'est quelque chose qui est vraiment sous-estimé et très mal travaillé en règle générale. Même en ville, là, c'est pareil. Ça, c'est pas une question qui est propre au business à la campagne ou pas. Mais disons que la dimension de vivre à la campagne accentue le besoin d'exprimer et d'être conscient de ces singularités. Les singularités, pourquoi? Parce que la singularité fait ta valeur ajoutée. Elle va faire l'intelligence de ton business, la perspicacité. C'est elle qui va être synonyme d'économie, de minimiser donc des choses qui peuvent être problématiques, de maximiser des avantages et des bénéfices, des opportunités, etc. Et une singularité, par exemple, si tu es fabricant de jeans, comme les ateliers Tuffery, par exemple, le fait d'être installé en Lozère, c'est clairement une singularité à mettre en avant dans le marketing, dans la communication, etc. Donc, c'est un vrai bénéfice. C'est un vrai bénéfice en termes de storytelling, d'image, de marque, donc de branding, de pouvoir de communication. Quand même, la tronche des pubs Facebook, elles ont une autre allure quand tu peux montrer que tu es en Lozère que quand tu es dans une zone périurbaine intense au Pakistan ou en Chine. Ça quand même pas le même poids d'un point de vue. Alors certes, sans c'est tout le calcul, tu as dû entendre parler qu'un jean par exemple va coûter, je dis n'importe quoi, 35% de plus à produire en France, alors que donc typiquement il va coûter, je dis n'importe quoi, mais on va dire qu'il va coûter 35 € ici à produire en France. Là-bas, il va coûter peut-être, je sais pas faire calcul de tête, hein, excuse-moi, mais 20 € avec le trajet. Sauf que la différence, comme ça, c'est un jean plus bas de gamme compagnie, il faut booster le marketing.
Donc, tu dépenses plus en fait, finalement, en budget marketing. Mais là, ici, comme tu as une image de marque qui a plus de pouvoir, etc., tu mets moins d'argent en marketing. Donc, au final, les choses s'équilibrent. Voilà, c'est ça l'intérêt de prendre conscience de sa singularité. Alors, comment on bosse ces singularités? Comment on les découvre? Les singularités, c'est quoi? C'est tes talents, c'est ta zone de génie. Vraiment, les choses que tu sais faire vraiment avec excellence, ou que tu es en train de développer pour atteindre cette excellence-là. La singularité, c'est aussi tes ressources. Quelles sont les ressources dont tu disposes aujourd'hui? Donc, par exemple, un doctorat, peut-être des licences, des brevets, des logiciels, du matériel, une manière de savoir gérer une machine que les autres ne savent plus faire, etc., etc. Et j'ai créé justement en 2018, un truc comme ça, un outil qui s'appelle Ma carte de la réussite. Et ça, c'est un outil justement qui te permet d'explorer justement quelles sont tes singularités et à l'inverse, quels sont les éléments qui ne font pas du tout partie de tes singularités, mais qui, au contraire, vont te ralentir, te freiner, voire même te pénaliser dans ton énergie, dans ton enthousiasme, dans ta productivité, dans ton efficacité, dans ta création entrepreneuriale, dans ta vie entrepreneuriale en zone rurale, etc. Donc ça, c'est un premier outil que je t'invite vraiment à aller chercher sur Business Temple. Le deuxième outil, évidemment, c'est ce qu'on appelle le business model. Alors ça, c'est pas un outil que j'ai créé. C'est un outil qui existe depuis quelques temps maintenant, je pense une quinzaine d'années. Et c'est très puissant pour vraiment se poser les bonnes questions autour de ton business. En gros, je ne vais pas te résumer, mais il y a 9 points clés autour du business model, tel que l'a défini Alexander Osterwalder. Mais le principal, ça va être quelle est la valeur ajoutée que j'apporte, qui sont mes clients, comment je veux communiquer avec eux, c'est-à-dire quel type de relation je veux avoir avec eux, et comment je distribue. Voilà. Et déjà, quand tu te poses vraiment à fond sur ces 4 questions-là, honnêtement, il y a de fortes chances que tu arrives à mettre en place des business qui ont du sens, qui vraiment ont un intérêt puissant, qui vont aller répondre à une demande client, etc. Il y a 2 autres modèles que j'ai envie de te proposer ici. L'autre modèle, le troisième, c'est l'avatar. Donc, en gros, quel est ton client type? Quel est ton client idéal? Évidemment, c'est super important de bien connaître ton client. Qu'est-ce qu'il veut? Où est-ce qu'il habite? Qui il est? Etc. Ça, je pense que c'est une des parties les plus difficiles à faire dans la recherche de business, que ton business soit en phase que ce soit un projet de reconversion professionnelle, que ce soit une création, que tu sois porteur de projet. Donc, ou au contraire en phase de lancement ou déjà très installé. L'avatar, c'est quelque chose qui se bosse en continu. Et c'est vraiment un sujet qui demande beaucoup de subtilité. Et c'est notamment sur un de ces points-là que je te propose de t'accompagner si tu le souhaites. Je propose des sessions d'accompagnement en mode éclair intensif, comme aussi du long terme. Et un quatrième modèle redoutable qui vient du monde des startups, très peu employé dans les entreprises, dans les petites entreprises, même les PME, c'est ce qu'on appelle le modèle ART. Et le modèle ART, donc 2A, 3R, il va t'aider à organiser ton marketing. En gros, comment tu organises tes processus de vente. Et organiser ces processus de vente, c'est vraiment quelque chose de puissant. Parce que du coup, soudainement, tu sais exactement où mettre ton énergie et quoi en attendre. Aujourd'hui, la plupart du temps, qu'est-ce que fait l'entrepreneur? Il fait un flyer et il le distribue. Mais il ne se pose pas la question à qui est vraiment destiné ce flyer. Et le flyer, il peut être destiné à des gens qui ne te connaissent pas pour leur faire découvrir ton entreprise. Le flyer peut être destiné à des personnes qui te connaissent déjà, mais qui ne sont pas encore clients. Ton flyer peut être destiné à fidéliser. Il peut être destiné à générer de la recommandation. Ou ton flyer peut être destiné à faire revenir des gens qui sont déjà clients chez toi. Voilà. Et là, je viens de te donner les 5 pôles du modèle ART. Il y a une vidéo dédiée à ce sujet-là. Je te laisse la consulter en référence. Et t'as pour ça, et pour tous ces liens-là, pour tous ces éléments-là, tu as les liens sur la page de mon blog que tu peux retrouver en description si tu ne m'écoutes pas sur mon blog déjà. Donc le modèle ART, c'est vraiment un modèle très puissant
pour vraiment organiser, structurer en colonnes, si tu veux, tes différents axes de marketing. Et typiquement, une entreprise qui démarre va se focaliser uniquement sur les 2 premiers A, l'acquisition et l'activation. En gros, trouver des clients et transformer cette audience en clients. Une entreprise qui existe déjà, qui fait par exemple 200K de chiffre d'affaires, va essentiellement se concentrer sur le premier R, qui est la fidélité, je l'ai plus là tout de suite en tête, mais la fidélité en tout cas. Donc la rétention, voilà. Et donc faire en sorte que tes clients restent bien chez toi, ils n'arrivent pas à voir le concurrent, etc., etc. Et puis si tu as une entreprise qui fonctionne, on va aussi s'intéresser au deuxième R, la recommandation. Comment on fait pour que un client qui arrive chez moi m'amène un client? Si tu arrives à cette équation-là, honnêtement, tu n'as plus de problème financier. Quel que soit ton business, quelle que soit la taille de ton business. Tu n'as plus de problème financier, j'entends, en tout cas de revenus. Après, on parle de problème d'entreprises qui grossissent trop vite, etc., d'infrastructures pour arriver à suivre, à produire, etc. Ça, c'est un autre sujet. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les 4 modèles clés. Ma carte de la réussite, business model, avatar, modèle art. Et c'est 4 modèles sur lesquels je te propose de focaliser pour vraiment penser, améliorer, optimiser ton activité à la campagne. Deuxième chose, évidemment, le principe ici, c'est de créer une activité qui soit alignée avec ton marché rural, de campagne, etc., ou à distance. Donc, et c'est là vraiment la question. Est-ce que tes clients, ils sont eux-mêmes dans la zone rurale dans laquelle tu habites? Est-ce qu'ils sont ruraux? Est-ce qu'ils sont à côté de toi? Est-ce que c'est tes voisins? Oui ou non? Si c'est oui, comment on arrive à être distribué sur le marché local? Et donc, ta seule préoccupation entrepreneuriale, c'est d'être distribué sur le marché local, d'être distribué le plus possible autour de la zone dans laquelle tu te trouves. Point barre. Ton premier focus, c'est ça. Si tes clients ne sont pas tes voisins en zone rurale, alors ta seule préoccupation, c'est le digital. C'est tout. Et ça, moi, je pense que c'est une bonne manière de simplifier ta réflexion en termes de développement économique en zone rurale. En ville, les problématiques vont être différentes. Mais en zone rurale, la clé, c'est de générer du cash, c'est faire de la vente. Parce que pas de cash, pas de business. Pas de business, faillite. L'équation, elle est aussi primaire que celle-ci. Donc, si tes clients sont sur le marché local ou en ligne, la question suivante, c'est quelles expériences tu veux leur faire vivre. On parle du UX, user experience. Donc, comment on organise la relation clientèle pour qu'elle soit la plus fluide, la plus agréable possible, qu'elle offre vraiment de la valeur ajoutée, etc., etc. Donc, évidemment, ça peut amener des contraintes et des complications, mais ça, c'est propre au métier d'entrepreneur et ce n'est pas lié au fait d'être en zone rurale ou pas. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Je voulais ajouter un élément sur la dimension de rural, mais c'est pas grave, ça va venir. Typiquement, en termes de distribution, une manière de fonctionner qui est spécifique à campagne, c'est de travailler en collaboration avec d'autres personnes autour de soi. T'es pas le seul à avoir envie de distribuer ton produit, t'es pas le seul à avoir des problèmes de temps pour aller livrer tes produits à gauche, à droite, etc., par rapport au kilométrage. Ça, c'est clair que c'est une des contraintes de vivre en campagne. On fait plus de voitures. En règle générale, c'est quand même un facteur qui revient. Et c'est comme ça que vont être créés des magasins coopératifs. C'est-à-dire que j'en ai un, là, pas très loin de la maison, un super magasin qui s'appelle Terroir Cévennes. Je vais peut-être me tromper, mais je pense qu'il y a 15-20 agriculteurs artisans qui sont regroupés. Ils tiennent le magasin à tour de rôle. Le magasin, il est très bien fait, très bien achalandé, des super produits alimentaires dans l'essentiel et aussi du non alimentaire. Tu vas avoir la poterie, du cuir, des objets en bois, des sculptures et bien sûr du fromage, du super poulet, du super canard, des super cochons, etc., du vin et tout et tout. Et l'intérêt, là, tu vois, typiquement, les agriculteurs là qui tiennent ça d'artisans, ils ont tout compris. S'ils sont 25
pardon, 20 professionnels à faire ça. Je vais te faire le calcul en direct parce que le calcul mental, moi, c'est pas mon fort. Mais il y a 360 jours dans l'année, 365 exactement. Mais disons qu'ils sont ouverts, disons qu'ils sont ouverts que 360 jours à l'année et divisé par 20 personnes. C'est-à-dire que chaque personne ne doit devoir faire que 18 jours de présence dans le magasin. Et donc, tout de suite, ça simplifie une équation que d'ouvrir un magasin tout seul, etc. Et c'est un grand classique. La dernière fois, je discutais avec justement une potière qui crée des objets d'art et aussi utilitaires au quotidien à Saint-Jean-de-Fosse. Bon, ben, la problématique, c'est qu'elle a une petite fille, elle doit ouvrir la boutique, etc. Prendre des congés, c'est compliqué, parce que si elle prend des congés, bien, personne pour tenir la boutique. Et donc, personne pour ouvrir la boutique, personne pour vendre. Donc, pas de rentrée de pognon. Voilà. Et donc là, ces gens-là, ils ont résolu le problème comme ça. 18 jours par an, franchement, c'est quelque chose de très intéressant. Ça fait à peine un jour et demi par mois. Donc, en termes de distribution, et la boutique, elle tourne, il y a toujours du monde. Bon, et bien sûr, ça représente d'autres risques. Comme partout, il y a des risques divers et variés en fonction des choix que tu fais. Ensuite, un autre point. Et ça, pareil, c'est pas quelque chose qui est spécifique à la campagne ou pas, mais en campagne, disons que l'urgence de se poser cette question-là est encore plus forte. Combien tu veux gagner par mois? Donc, quel revenu tu désires avoir concrètement? Et ça, si c'est pas clairement déterminé, bah, le cerveau, tu sais, quand les choses sont pas déterminées, il ne le fait pas, il n'y va pas. Donc, il s'agit pas d'avoir les yeux plus gros que la tête, dans les yeux plus gros que le ventre, pardon, de rêver et parce qu'on entend ce genre de choses. Hein, c'est pas sérieux. Tu t'es un peu rêveur, t'es sur la lune, on vient habiter sur Terre, personne ne fait une entreprise qui gagne autant, etc., etc. Blablabla. Laisse ces gens-là causer. Combien tu veux gagner par mois? Combien il te faut concrètement pour vivre? Est-ce qu'il te faut 1500 balles, 2000, 2005, 3000, 4000? Voilà, t'as 6 gamins à nourrir, c'est pas la même chose que si t'es juste toi à vivre solo dans ta maison. Donc, quels sont les impératifs financiers? Financer la maison, l'atelier, la bagnole, ce genre de choses. Bon. Donc, combien as-tu besoin concrètement pour vivre par mois? Donc, la base, on va dire, la base pour vraiment t'en sortir. Et ensuite, le top du top, combien ça serait? Alors, tu peux me sortir un chiffre vraiment, on va dire, comment on appelle ça, ambitieux. Tu peux me dire, moi, j'ai envie de 6 000 € par mois. Pourquoi pas? Ça, après, c'est propre à chacun. Je le précise ici, mais l'argent qu'on gagne n'est pas le critère de réussite. C'est un des critères, mais c'est pas le seul, parce qu'il y a la confort de vie, ce genre de choses. Et bon, ben, très bien. Et la question ensuite, une fois que tu as calé la dimension de revenu, c'est si aujourd'hui ton entreprise elle fonctionne déjà, qu'elle est déjà lancée, ben, est-ce que mon chiffre d'affaires permet ce revenu? Et qu'il le permette ou qu'il le permette pas, non, s'il le permet pas, pardon, c'est la chose suivante, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui marche déjà? Qu'est-ce qui marche déjà? Et autrement dit, souvent, quand on cherche à amplifier un business, on cherche à ajouter des nouvelles méthodes de distribution, de vente. Donc, on va se mettre à faire la pub Facebook, puis on va mettre à faire la vidéo, et puis on va ajouter une boutique machin, et puis on va ajouter une boutique à tel truc, et puis on va se créer une boutique sur Amazon, et puis on augmente ses canaux de distribution, ses canaux de marketing, etc. Alors, ça peut être une stratégie pertinente, mais sauf que la plupart du temps, comme c'est pas notre expertise, elle va demander des fonds pour être vraiment acquérir la compétence, réussir à se développer, réussir à aller plus loin et ainsi de suite, jusqu'à temps éventuellement de réussir à créer une nouvelle manière de trouver des clients en zone rurale pour son entreprise. Sauf que ça coûte très cher en énergie, en moyens financiers et parce que pendant que tu mets du temps quelque part, ben, tu ne mets pas ailleurs, en fait. Donc, ça pose un vrai problème. Et donc, c'est pour ça qu'une super manière de venir amplifier un chiffre d'affaires, quand l'entreprise existe déjà,
quelle que soit sa taille, c'est qu'est-ce que tu sais déjà super bien faire qui t'amène du client. OK? Si toi, tes clients, tu les trouves en bouche-oreille, fonce sur la génération du bouche-oreille. Si ton truc à toi, c'est le trafic et amener des gens avec des vidéos et des podcasts, fais du podcast et du vidéo. Si ton truc à toi, c'est les portes ouvertes, etc., fais des portes ouvertes chez toi. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce qui marche déjà et comment tu l'amplifies? Et bien sûr, sur les dimensions de business rural, un truc très, très, très important, c'est le digital. Le digital, c'est un peu un terme, allez, le crayon, il a sauté. Voilà, digital. Donc, en gros, tout ce qui est numérique, évidemment, tout ce qui est numérique, c'est vraiment un point super important. E-commerce en ligne, un blog, chaîne YouTube, un podcast. Qu'est-ce que j'oublie? Juste assez de vitrine, mais très bien conçu. Alors, tu peux créer une boutique en ligne pour toi, mais bien sûr, tu peux aussi t'inscrire sur une boutique en ligne qui existe déjà, un partenaire, quelqu'un qui a déjà une audience, une distribution, etc. Il y a plein de manières d'être en ligne. Mais les tactiques digitales, c'est super important, notamment la seule qui est systématiquement nécessaire d'être mise en place, que tu sois en ville ou en campagne par ailleurs, c'est l'emailing. Les autres, on peut discuter de leur intérêt ou pas, mais l'emailing, il y a toujours besoin. Que tu sois simplement un pizzaiolo, un gars qui fabrique des infusions, des sacs à main, que sais-je encore, de la transformation alimentaire, agriculteur, tout ce que tu veux, qu'importe le métier. Aujourd'hui, s'il y a une constante dans tous les business nécessaires à mettre en œuvre pour amplifier son business, c'est un outil d'emailing. Pourquoi? Parce que quand tu as, je vais te laisser là, l'emailing, l'idée c'est que tu as des clients qui viennent dans ton business, ok, et ils te donnent leurs emails. Ok, et donc, du coup, tu te mets à avoir une liste d'emails. Donc, une liste des clients, des prospects, des personnes intéressées qui n'ont pas acheté, etc., etc., qui sont inscrits sur ta liste. Alors, évidemment, on va utiliser un outil en ligne pour ça. Et l'idée, c'est que quand tu as quelque chose à vendre, boum, t'envoies un email. Tu peux de nouveau recontacter les gens. Et ça, c'est pas nouveau sous le soleil, hein, j'invente pas la poudre. Hein. Avant, ça s'appelait la vente par correspondance, sauf qu'aujourd'hui, ça passe par email. Ça peut passer éventuellement par le SMS. Typiquement, pour tout ce qui est coiffure, ça veut dire que la personne, le SMS va potentiellement donner un peu plus de résultats que l'email, mais encore une fois, ça se tempère en fonction des circonstances et puis de tes objectifs. Mais en tout cas, tu as des gens qui sont intéressés, fournisseurs, bref, tous les gens qui gravitent autour de l'entreprise, qui soudainement vont pouvoir être informés de ce que tu fais. Et le grand avantage de l'email, c'est qu'il coûte très, très, très peu cher. Alors, en gros, un outil d'email, c'est entre 200 et 500 € pour les plus chers à l'année. Donc, tu peux vraiment... alors, il y en a qui sont encore moins chers que ça, mais après, si on veut quelque chose de qualitatif et de pertinent sur le long terme et tout, voilà, à peu près 200 € par an. Donc, c'est vraiment un outil marketing qui peut être game changer pour ça. Et très peu d'entreprises savent l'utiliser. Typiquement, je pense à Tuffery, à la télé Tuffery, tu vois, ils sont balbutiements de l'usage de l'email. Un email, c'est ça que je voulais te dire, une base email comme ça peut apporter, selon mon expérience terrain, aujourd'hui, j'ai plus de 8000 heures d'accompagnement, plus de 1000 projets accompagnés. Quand on met en place des outils comme ça, c'est jusqu'à 25% de chiffre d'affaires en plus sur l'année. C'est pas négligeable. 25% de plus. Si tu fais 100K, c'est 25 000 € de plus. Donc, évidemment, il y a des business qui répondent plus ou moins à l'email. Il y a quand même des facteurs qui vont faire que ça va marcher plus ou moins bien ou pas. Évidemment, mais comme pour tout. Mais en tout cas, l'email, le facteur de développement est quand même de 25%. Donc, c'est quand même pas une clé à négliger. Il y a deux éléments encore que je voulais aborder avec toi dans cette vidéo en termes de vivre de son entreprise en zone rurale. C'est la dimension de maximiser. Maximiser ses revenus. Alors, ça peut être une très bonne idée comme une très mauvaise idée. Il y a les deux. Ça dépend comment tu gères et ta dimension à être pragmatique dans tes choix, à aller à l'essentiel et être efficace dans le temps, etc. Maximiser les revenus, un grand classique que tu connais, j'imagine, c'est les agriculteurs.
Les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils cultivent leurs champs, ils élèvent leurs animaux, etc. Ils transforment les produits, ils le vendent, etc. Et souvent, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un patrimoine, ils ont des maisons. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire un gîte. Alors, le gîte en tant que tel ne va pas leur permettre de vivre, mais si le gîte, il génère, par exemple, 10 000 euros à l'année, eh ben, c'est toujours 10 000 euros de récupérer. Parce que 10 000 euros, c'est la moitié d'un revenu. 10 000 euros, c'est à peu près 650 euros, je crois, par mois. Donc, c'est quand même confortable. 650 euros, ça peut liquider, je sais pas, une dette, ça peut payer la bagnole, ça peut payer une partie du loyer ou le loyer en totalité, etc. Donc, c'est comme ça qu'on dit qu'on maximise. C'est-à-dire que le gars, la nana, gagne sa vie avec sa culture et on va additionner différents services à côté pour maximiser les revenus. Ça, c'est le principe de base. Un autre exemple, si tu es menuisier et que tu ne travailles que 3 jours par semaine à faire des meubles et compagnie, eh ben, tu peux louer 2 jours de plus ou 3 jours de plus d'atelier à d'autres menuisiers qui voudraient avoir accès à un atelier mais qui n'ont pas les moyens d'en acheter un, etc. Donc, tu vas pouvoir louer l'atelier. Je dis une connerie, mais 100 balles la journée. Je dis n'importe quoi. Je ne connais pas les tarifs des ateliers menuiserie. Mais en attendant, c'est quelques centaines, milliers d'euros que tu vas récupérer par mois ou par an vont permettre d'amortir des investissements et donc de soulager. Voilà. Maintenant, ça, donc, le fait de maximiser, c'est une très bonne idée. Maintenant, il y a un point faible à cette idée-là, c'est que ça va venir amener ce qu'on appelle le disfocus. Et le disfocus, qu'est-ce que c'est? C'est te faire perdre de l'attention, de l'énergie, etc. sur ce qui compte vraiment dans ton business. Donc, ce qui compte vraiment dans ton business, c'est ton activité principale. Et quand tu rajoutes des petites choses à faire en plus à côté, eh ben, on va venir diluer son attention, son énergie, etc. Et évidemment, plus tu rajoutes des business, des sous-business ou des parties de ton business autour, au plus ça peut venir t'accaparer d'énergie, venir saper ton moral, ton enthousiasme, etc. Exemple, si tu es menuisier et que tu sous-loues ton atelier une partie de la semaine parce que tu n'utilises pas, et que si à chaque fois il te faut venir vider, nettoyer, re-ranger les outils, recommander celui qui a été cassé parce que le type il n'a pas été sérieux, etc. et que ça te prend la tête, ben évidemment ça va te donner moins d'énergie pour faire ton métier principal. Voilà, donc c'est un point important à faire. En règle générale, il est très déconseillé de lancer plusieurs entreprises en même temps. C'est parce que ou alors il faut vraiment avoir une expertise. On est à ta 15e entreprise, t'es vraiment rodé sur la question. Bon. Et typiquement, moi, quand j'ai lancé Business Temple en 2014, je me suis refusé de lancer quelconque business autour parce que je voulais être 100% dédié à Business Temple. Et puis, parce que des idées de business company, c'est pas ce qui m'en manque. Moi, j'ai lancé plus de 15 entreprises depuis mon adolescence. Donc, voilà, la créativité, ici, ça me manque pas. Tu vois, vraiment, les idées, j'en ai plein. Je nourris un fichier même d'idées, d'activités que je peux faire. Bon, c'est quand même, c'est prolifique l'histoire. Mais il faut se limiter à un moment donné, parce qu'on peut pas être partout. Parce que déjà, les idées, à chaque fois, ça demande du capital. Ça demande du perte de personnes. Donc, tu engages du fonds de roulement, de la trésorerie. Et donc, c'est quand même des choses importantes à considérer. Et c'est que en 2020 que j'ai créé un autre business à côté, donc de thérapie, et un podcast orienté LGBT, homo heureux. Et c'est en fin 2020 que j'ai créé cette maison, la chambre en table d'hôte, mais par addition de particularités, voilà. Parce que je faisais déjà des banquets pour entrepreneurs, je faisais divers banquets et événements, je faisais notamment les week-ends d'immersion des requins bouddhistes, et on louait des maisons assez chères pour accueillir 8 à 12 personnes. Et je me suis dit, bon, bah, la prochaine maison, il faut qu'elle soit grande, il faut qu'on puisse faire des banquets, il faut qu'il y ait des chambres, etc. Donc, comme ça, je vais pouvoir faire des événements pour Business Temple dans cette maison-là. Bon. Et puis, comme ça, en même temps, j'y vis. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, c'est quand même con d'avoir un étage entier avec 3 chambres et qui reste vide à l'année, sauf les quelques jours où on va faire les événements. Je fais 4 à 10 week-ends max par an d'événements. Donc, c'est-à-dire que là, je sais pas, je vais faire un peu faire le calcul de tête, mais en gros, 90% du temps, c'est vide. C'est nul. Donc, je me dis, bon, on va faire chambre d'hôte. Bon, ben, ces gens qui vont venir ici, il va bien falloir les nourrir quand même. Ils vont pas aller faire 1 heure de route pour aller manger quelque chose de surgelé quand même. Oh. Donc, on va leur faire la cuisine. Donc, du coup, on est chambre table d'hôte.
Ah bon, ok, c'est parti. Et c'est comme ça que j'ai démarré le projet de maison LGBT des Monts Bleus. Tu peux regarder sur Internet et ça cartonne. Dès le 10e jour d'ouverture de la maison, on avait déjà une dizaine de bookings, etc. On a cartonné dès le début. Donc, mais pareil, j'ai 37 ans au moment où j'enregistre la vidéo. J'ai une vingtaine d'années de business derrière moi. J'en ai raté plein. J'ai fait plein de conneries. J'en ai réussi quelques-uns. Bon, ben voilà, bien sûr, j'ai une expérience autour de ça. Donc, bon. Et là, mon business de la maison LGBT des Monts Bleus est extrêmement processisé et pragmatique. Il y a très peu de perte de temps. Je suis seul à le gérer. Il y a, voilà, je vais jusqu'à je suis allé jusqu'à réfléchir combien de fois je touchais le linge de maison pour le toucher le moins de fois possible, parce que moins je le touche, plus je gagne de temps, et donc plus j'ai de temps pour autre chose. Donc bien sûr, ça veut dire qu'au mois d'août, j'ai moins de temps à donner à l'accélérateur Business Temple et à l'autre activité de thérapie LGBT. Mais ça, c'est organisé. En plus, bon, écoute, ça concorde bien parce que c'est pas le mois d'août en général, j'ai le plus de demandes pour ces business-là. Et voilà. Euh, et c'est ainsi comme ça que j'ai pu faire en sorte de ne pas être trop distrait et de garder mon focus. Bien sûr, il y a des moments où j'ai moins envie de bosser sur l'un ou l'autre business, mais comme l'ensemble de ces business est bien processisé et bien structuré, eh ben, je perds très peu de temps et ainsi de suite. Voilà, voilà un peu ce que je voulais aborder avec toi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La campagne, c'est quand même un point clé pour réduire le stress. Comment je vois les entrepreneurs que j'accompagne qui vivent à Paris, mais, dans quel stress vous vivez, quoi, même Marseille ou Montpellier, dans quel stress vous habitez, mais vous vous rendez même pas compte. Je veux dire, quand vous allez pisser dans un restaurant, vous devez prendre tout ce qui est sur la table avec vous parce que vous avez peur qu'on vous le pique. Je veux dire, c'est quand même pas la norme de base de fonctionner comme ça, quoi. Bon. Donc voilà. Et il y a quand même beaucoup de métiers qui peuvent fonctionner à la campagne, je te le dis. Mais ça, je te le garde pour un prochain épisode. Merci de ton écoute. Si tu as aimé, je t'invite à mettre un pouce en l'air, de mettre une étoile, une note 5 sur 5 sur Apple Podcast, par exemple. Tu peux commenter, me poser des questions. Je serais vraiment ravi de pouvoir y répondre, parce que ça me nourrit aussi dans ma réflexion et puis ça me donne des idées sur les prochains podcasts. Cet épisode fait partie de la série Vivre dans son entreprise en zone rurale. Donc, tu peux venir consulter les autres épisodes déjà publiés et apparaître. Et si tu veux venir bosser ensemble, t'es le bienvenu. Avec plaisir. C'est mon métier. J'adore ça. À bientôt dans une prochaine émission. Bye bye.